Écrivains, cinéastes, musiciens, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction. Bonjour, je suis Walid Ajar Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec Eva Tapiro, journaliste et autrice. Bonjour Eva. Salut Walid. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux autrices, Hajar Hazel et Joy Majdalani. Elles vont avoir 30 ans cette année et sont primo-romancières. Hajar Hazel, vous avez publié L'Envers de l'été aux éditions Gallimard, un roman clair-obscur magnifiquement écrit sur la filiation, la féminité et le paradis qui n'existe plus ou n'a peut-être jamais existé, celui de l'enfance notamment. Joy Majdalani, votre roman s'intitule Le goût des garçons, publié chez Grasset, un texte abrasif et ciselé qui raconte l'éveil du désir chez des jeunes filles de 13 ans dans un collège privé et catholique. Un éveil, mais une conquête aussi, moins celle des garçons peut-être que celle de la féminité. Bonjour Hajar, bonjour Joy, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Je prends la parole pour la première question. Comme vous êtes jeune et que c'est votre premier roman, ma première question c'est quel est votre premier souvenir d'écriture ? Et si vous en avez un, est-ce que vous écriviez enfant ? Hajar, si tu veux. Oui, j'écrivais enfant. D'abord, plutôt de la poésie, en fait. Mes premiers souvenirs, c'est vraiment de la poésie. Et d'ailleurs, c'est lié aux garçons. Donc, il y a un lien avec Joy. Et puis, c'était des formats assez courts, même des pensées, des choses un peu de cet ordre-là. Et puis après, j'avais commencé des petites histoires, des débuts de nouvelles, mais que je terminais pas. Donc c'est un petit peu ça, mes premiers souvenirs. Et pour moi, c'est moins un souvenir d'écriture qu'un souvenir d'être lu. En fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'a marquée dans l'enfance, c'est avoir la chance d'avoir des gens, notamment ma mère et certains professeurs, qui relisaient ce que j'écrivais avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, plus ça m'a marqué plus que le souvenir de ce que j'écrivais, vraiment, c'est la manière dont on m'a lu. Mais si tu étais déjà relu, ça veut dire que tu étais déjà dans un parcours d'écriture presque professionnel d'une certaine façon. Enfin, il y avait quand même quelque chose derrière. Non, je pense plus à la manière dont ma mère et mes professeurs, par exemple, lisaient les petits poèmes ou les petites histoires que j'écrivais, les rédactions. Et je pense en fait quand on écrit, quand on est enfant et que des adultes vous lisent et vous encouragent, je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental et très important dans la constitution d'un écrivain ou d'une écrivaine future. La suite de cette question, justement, c'est aussi comment est-ce qu'on commence à avoir l'envie d'écrire une histoire, en fait ? Par quel fil on commence à écrire, par exemple, votre premier roman ? Qu'est-ce qui vous est venu en premier ? C'est un personnage, c'est une histoire, c'est un thème ? Quel est le début ? Moi, dans mon cas, en fait, j'ai une écriture assez régulière sous forme de fragments, d'ailleurs qui est liée aux origines de mon écriture, qui est plutôt poétique, etc. Et en fait, c'est souvent quand je me rends compte que mes fragments tournent autour d'un thème, il y a quelque chose qui me force, qui s'impose un peu et dans lequel je dois un petit peu plonger. Et donc, c'est d'abord souvent les idées, les sensations, c'est des choses de très intimes, très émotionnelles aussi. Il y a beaucoup d'émotions dans ces textes-là. Et ensuite, la narration arrive après. Et donc, c'est quand ces fragments me réclament trop, en me disant il faut que tu te confrontes quand même à ce sujet, que commence ce travail plus artisanal autour de l'écriture. Et alors, franchement, pour l'instant, j'ai écrit pas mal de nouvelles. Et donc, un seul premier roman, il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a un cadre. Soit c'est le début, soit c'est la fin, soit c'est les personnages. Mais souvent, il faut qu'il y ait un peu de flou, il faut qu'il y ait un cadre et que sur le reste, je sois un peu libre. Sinon, je ne passe pas 2 ans sur un seul projet, sinon je m'ennuie trop vite. Donc, il y a toujours d'incertitude quand même dans ce que j'écris. Oui, je me sens assez proche de ce que tu dis, Hajar. Moi, en fait, l'histoire, c'est vraiment ce qui arrive en dernier. Et même chronologiquement, quand j'ai commencé à écrire plus jeune, j'écrivais comme toi des petits poèmes ou des petits textes. Et puis on me disait, il faut une narration, un récit. Et moi, j'avais du mal à trouver ça. Donc, et du coup, je pense que ça m'est resté jusqu'à maintenant, où je commence toujours par des sentiments ou des impressions. Où c'est souvent, ça peut être une seule scène ou quelque chose que j'ai envie de dire, et puis l'histoire vient se greffer et se construit d'elle-même. Le fil du récit s'ajoute à ça, mais c'est un peu la dernière étape. Par exemple, dans ce roman-là, j'avais commencé par la scène d'ouverture où c'est une salle de classe, donc je voyais ça, ces filles dans une salle de classe qui s'observent un peu les unes les autres, et c'est parti de là.
Justement, vous parliez en fait du fait de voir une scène, et c'est vrai qu'il y a des choses dans vos deux romans qui sont assez cinématographiques, il y a vraiment parfois même des plans séquences, on pourrait dire, au cinéma. Et du coup, quand on est né dans les années 90, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu anachronique finalement à se tourner vers l'écrit? Aussi se dire dans la vingtaine, bah tiens, j'allais passer 2 ans à écrire un texte lu par des gens de 65 ans. Évidemment, je suis dans la provoque. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit anachronique, évidemment. Je réponds à ta provocation parce que, bon, sinon, je ne serais pas en train de faire ça. Au contraire, je pense qu'en fait, que la multiplication des formes de médias qu'on a aujourd'hui, que ça passe des séries qui sont magistralement narrées, ou des podcasts, ou du cinéma, etc. En fait, c'est une chance pour la littérature. Ça pousse la littérature, en fait, à se concentrer sur ce que seule elle peut faire. Et je pense qu'il y a des choses que la littérature peut faire, qu'elle est la seule à pouvoir faire, un peu à la manière dont l'arrivée de la photographie a poussé la peinture dans de nouveaux retranchements, elle a poussé à explorer de nouvelles manières de dire, en fait, ce qui est visuel. Eh bien, je pense que ça met juste la barre plus haut que la littérature, et en fait, on est obligé de faire ce que seule la littérature peut faire. Et genre, qu'est-ce que seule la littérature peut faire? Justement, en train de faire la liste, il y a tellement de choses que... Non, mais enfin, moi je pense que j'aime beaucoup justement ce côté anachronique presque, parce que justement, il y a des choses, comme tu disais très bien, que seule la littérature peut faire et qui sont de l'ordre, par exemple, d'archiver des choses qui... dans mon cas, moi je m'intéresse beaucoup aux cultures orales, etc. Et trouver un moyen, une langue, un angle de faire en sorte que ces cultures-là, qui sont parfois sous-valorisées, je parle du Maroc dans lequel j'ai grandi, il y a une sagesse, il y a plein d'intelligence que j'ai envie à ma petite hauteur d'avoir l'impression d'archiver avec modestie, ouais, exactement. Et puis un autre aspect qui est... justement, enfin, l'objet livre est un objet quand même vers lequel il faut avoir il y a une trajectoire, il faut aller choisir un livre, il faut l'ouvrir, il faut le finir. C'est pas une image, c'est pas un truc qui s'impose à nous. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est vraiment le territoire de la transgression, mais d'une transgression douce, parce que justement, c'est un endroit où la colère peut se transformer, peut se nuancer. Et voilà, moi j'aime beaucoup la colère. C'est un moteur chez moi aussi. Et je pense que l'objet livre permet d'en faire quelque chose de partageable, d'intelligible pour les autres. Une colère intelligible. C'est pas mal, c'est un beau programme. On dirait le nom d'une collection un peu intello, mais transgressive. Ajar, ça me va bien. Gallimard, si tu nous entends, Ajar cherche un job. Mais justement, puisqu'on parlait du roman, qui est un objet qui reste central dans la production culturelle actuelle, heureusement, à quel moment, l'une comme l'autre, en fait, vous avez considéré sérieusement l'idée d'écrire un roman? Parce que, évidemment, il y a un moment où on se dit, on écrit pour soi, d'ailleurs peut-être pas, on écrit peut-être aussi pour les autres, c'est à vous de me le dire. À un moment donné, c'est quoi le déclic? On se dit, tiens, là, j'y vais. Et deuxièmement, c'est quoi, justement, vous avez commencé à aborder un petit peu avant, c'est quoi la première étape? Est-ce que c'est des fragments où l'évoquez Ajar? Est-ce que c'est des phrases, comment l'une comme l'autre vous êtes pris pour commencer? Moi, dans mon cas, c'est vraiment lié à des projets qu'on partage avec Eva d'ailleurs, avec honorient.com, qui est un média qui s'intéresse aux artistes jeunes, émergents d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et en fait, via Honorient, j'ai passé 6 mois sur la route à Baroudé. Et vraiment, moi, je suis revenue de ce truc. Et justement, à nouveau, le seul médium qui pouvait raconter ce que j'avais vécu, qui m'avait bouleversée, d'avoir rencontré 130 artistes de pays où l'art n'est pas complètement reconnu, mais en même temps qui se battent avec une dimension politique et tout, en fait, je me suis enfermée dans une bibli, comme tout un télo qui se doit, et j'ai écrit plein de choses. Et j'ai écrit un premier roman, j'ai adoré ça, en fait, trouver un endroit qui dépasse la conversation. On peut avoir 10 000 conversations, c'est pas pareil qu'un livre, je trouve, dans la transmission des idées. C'est né de la déception de la conversation. Mais celle-là est géniale. La déception de la conversation. Georges Perec sort de ce corps. Joy. Ça va être difficile de donner une meilleure réponse que la déception de la conversation. Je pense qu'en fait, l'histoire de la littérature et le paysage littéraire est dominé par le roman. Donc, on aime lire des romans. C'est comme ça qu'on se construit. Donc, et aussi, quand on se projette un peu dans le monde littéraire, qu'on se dit, bon, je vais en faire une partie importante de ma vie, sans dire je vais en faire mon métier, si, bien sûr, mais même sans avoir ces ambitions-là, en fait, je veux parler la langue de ceux qui écrivent, et je veux faire comme eux, et je veux faire comme ce que j'ai lu et comme ce que j'ai aimé. Donc, la forme du roman, elle s'impose.
elle s'impose et donc c'est difficile parce qu'on commence à faire des nouvelles, des fragments, des petits textes et puis on se dit bon, je vais faire un peu... c'est un peu une étape en fait dans la trajectoire d'un écrivain de se dire en fait il faut... Mon roman, c'est comme ça que je vais m'actualiser en tant qu'écrivaine. Et puis c'est difficile, enfin moi j'en ai commencé beaucoup, que j'ai pas fini. C'est pas mon fort en fait d'aller au bout des choses. Donc en fait, ce qui est exceptionnel dans ce livre-là, c'est que j'ai réussi à le finir. Et voilà quoi. Pour moi, c'était une étape qui s'imposait. Dans le Et du coup, est-ce que l'envie d'être publié était immédiate? Est-ce que dès finalement ces premiers écrits, en fait, vous aviez cette ambition de vous dire j'ai envie que ce soit un roman, j'ai envie que ce soit dans la vitrine d'une librairie, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie de me légitimer, ou est-ce que c'est quelque chose d'important ou non? Finalement, ce qui était important, c'était d'abord le fait qu'en tant qu'objet, ça existe. Moi, je dirais que c'était important pour moi, la publication. C'était important. Je pense que, on a l'impression qu'il ne faut pas trop le dire parce que ça fait un peu impur. Ça fait comme si on n'écrivait pas juste pour la littérature. Et moi, je pense que si, en fait, se faire publier, c'est une manière d'actualiser son amour pour la littérature. Et en fait, de toucher des gens, de rencontrer des gens, d'entrer, en fait, dans un monde où d'autres personnes écrivent, où d'autres personnes sont passionnées par les mêmes choses que soi. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, par exemple, et qu'on a pu tous se rencontrer. Donc oui, pour moi, c'était important d'entrer dans ce monde-là. Et la publication, c'est une façon d'entrer dans ce monde-là. Pour moi, au départ, pas forcément, parce que justement, il y avait le journalisme, il y avait ce projet. Par exemple, le premier roman dont je vous parlais après ce voyage, où voilà, j'avais vraiment besoin d'en faire un objet, je ne l'ai jamais envoyé à des maisons. Je pense qu'il y a des sujets qui... Pour moi, c'est justement choisir le bon médium pour chaque sujet. Et je pense qu'il y a des sujets, effectivement, qui imposent eux-mêmes leur publication et d'autres non. Et c'est vrai que c'est pas une règle. Je pense que j'ai pas forcément prévu de toujours publier tout ce que j'écris. Il y a aussi vraiment le plaisir même de mettre au clair ses propres idées, de pouvoir les rendre partageables à d'autres, même en petit cercle. Moi, ça peut m'aller en fait. Moi, je vais passer à quelque chose d'un peu plus trivial, justement, qui est l'envoi des manuscrits. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on se dit on va écrire pour les autres, on va écrire pour un roman, et ensuite, comment est-ce que vous avez été publié? Est-ce que vous avez tout simplement envoyé votre manuscrit aux maisons d'édition, ou ça s'est passé un peu différemment? Moi, j'avais déjà envoyé une novella qui était un format un peu bâtard à 5 maisons qui avaient toutes refusé, dont un refus personnalisé, parce qu'on compte les refus personnalisés. Voilà, c'est très important. Et non, ce roman, en fait, j'avais appris aussi déjà du premier envoi et d'un certain nombre de discussions pour me rendre compte qu'il fallait déjà adresser les manuscrits à des éditeurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour ce premier roman, donc sans les connaître, ni d'Ève ni d'Adam, mais simplement en se disant, dans une maison, je cherche une sensibilité particulière. Et donc, j'ai envoyé mes manuscrits avec une lettre d'intention adressée à un éditeur précis dans chacune des maisons auxquelles j'ai envoyé. Et puis, en parallèle, j'ai participé à un prix qui s'appelle le prix Voix d'Afrique de l'ATES, qui était ouvert aux primo-romanciers africains de moins de 30 ans. Donc, c'était un peu ces deux biais-là pour moi. Vous avez été finaliste, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et pour moi, en fait, en parlant de prix, donc il y a une étape importante dans ce processus-là, c'était le prix du jeune écrivain, qui est un prix de nouvelles pour des jeunes écrivains français ou francophones. Et donc, en fait, j'avais été parmi les finalistes. Enfin, j'avais gagné l'année 2016. Et donc, ça m'a permis de rencontrer des éditeurs, de rencontrer d'autres personnes qui écrivent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça répond pas à la question. Mais pour moi, c'était une étape importante parce que j'avais déjà une nouvelle publiée. Et puis, donc, oui, en fait, je connaissais déjà quelques éditeurs, et dont mon éditeur Charles Danzig, parce que 3 ans avant d'avoir fini mon roman, j'avais publié une nouvelle dans sa revue, Le Courage, qui est donc la revue de la collection dans laquelle mon roman est publié. Donc c'est un numéro par an et à la fin de chaque numéro, il y a trois textes qui sont publiés par des jeunes auteurs. Et donc j'avais été invitée à écrire une nouvelle dans le numéro de 2018. Et donc il connaissait déjà ce que je faisais et je lui ai adressé personnellement mon manuscrit.
On va rester comme ça entre le fond et la forme, justement, puisque moi j'avais une question. Pour moi, il y a certaines décisions qu'on prend quand on écrit qui influencent un peu autant le roman, on va dire, que sa communication et que la façon dont on va ensuite en parler. Et on pense notamment au fait de choisir où se situe l'histoire. Et en fait, vous avez fait des choix relativement différents et pourtant avec certaines similitudes. Hajar, toi, tu as choisi de nous laisser complètement dans le flou sur la situation géographique. Alors bon, après, c'est un flou qui peut être craqué, voilà, si on veut. Mais en gros, il n'y a pas de nom de territoire, il n'y a pas de nom de ville. Les seules indications, c'est la nature, en gros, la présence de la mer, de la colline. Après, il y a certaines autres indications, voilà, la chaleur, le soleil, tout ce genre de choses qui peuvent aider, évidemment. Mais voilà, c'est assez flou. Joy, vous donnez plus d'indications. On n'a pas de nom de ville non plus, sauf si j'ai loupé quelque chose, mais j'ai pas vu de nom de ville. En revanche, on a une situation très, très, très précise, en fait, puisque c'est un lycée, un collège catholique dans un pays arabophone. Donc, c'est pareil, on peut le narrow down un petit peu, mais c'est quand même pas dit. Et c'est assez intéressant, du coup, les choix que vous avez faits. Et je me dis, est-ce que ça a été une décision qui a été simple, naturelle, votre façon de non situer ou de choisir ce que vous situez, ou alors ça a été quelque chose de très réfléchi pour l'une et l'autre? Et ben pour moi, en fait, quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, sans surprise, en fait, je l'avais situé au Liban, en fait, au moins dans ma tête, parce que ce roman n'est pas autobiographique, mais en tout cas, j'ai beaucoup puisé dans mon expérience personnelle pour l'écrire, dans mes sentiments de jeune fille de 13 ans qui grandit dans un environnement conservateur, dans un collège catholique, même si celui que je nomme dans le livre, le collège de l'Annonciation, je l'ai inventé, c'est un collège fictif. Donc au début, j'avais assez naturellement situé à Beyrouth, et puis il s'est passé quelque chose, en fait, même avant même la fin de ce roman-là, quand j'avais des amies, dont certaines avaient grandi à Paris ou ailleurs, dans d'autres sociétés qui sont même pas en France. Donc elles ont commencé à lire et en fait elles se sont reconnues. Et moi, ça m'a étonnée parce qu'en fait, je m'attendais à ce que ce soit des filles enfin des filles ou des garçons même. Il y a même des hommes qui se sont reconnus, qui ont reconnu certains aspects de leur jeunesse. Et donc, je me suis dit, il y a un truc qu'on a tous vécu. Et je voulais pas donner au lecteur ou à la lectrice la facilité de se dire, en fait, ça ne me concerne pas. C'est là-bas, c'est au Liban, c'est nommé. Donc en fait, ce n'est absolument pas moi, ça ne parle pas de moi. Et je pense que c'est une facilité en fait pour un lecteur de se dire de se protéger un peu et de pas vraiment se voir. Et je voulais pas permettre ça. Et de la même manière, je ne voulais pas que des lecteurs ou des lectrices libanais ou libanaises se disent ah, ça part de moi, et essayent d'y chercher un peu comme un roman à clé, des indices pour savoir de quoi je parle ou si ça les concerne ou pas ou si ça leur ressemble. Et donc j'ai trouvé ça très utile d'enlever tous les ancrages géographiques. Moi, dans mon cas, ouais, ça arrivait vraiment avant l'écriture. Je pense que c'est une condition de possibilité de commencer ce roman, c'était de pouvoir déplacer la question posée qui est autour de l'héritage, autour des femmes et même de l'entre-deux, de l'exil en partie. Je voulais vraiment la déplacer sur le registre de l'intime et pas sur le registre politique. Et je voulais pas justement que toutes les choses qui sont assez dures quand même, c'est des destins de femmes qui sont très durs, qui soient pas dans une périphérie exotique, on se dit ah oui les pauvres là-bas. Et en fait je suis très très contente de ce choix parce que déjà moi je me suis autorisée, je pense, à écrire des choses que j'aurais peut-être sur lesquelles je me serais censurée parce que j'ai pas envie d'être le pantin d'attente ici comme là-bas, en France comme au Maroc. Et en plus, parce que ça a vraiment permis une identification beaucoup plus large avec c'est vrai, des Libano-Italiens, des Grecs, des Corses, des Bretons. Mais en étant un petit peu cynique, est-ce que vous n'êtes pas aussi coupé d'une opportunité marketing au final? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans la scène éditoriale, disons que voilà, la littérature d'une femme d'origine maghrébine qui va en plus parler de la condition de la femme, avec toutes les complexités et les problèmes qu'il peut y avoir autour de ça, il y a un créneau entre guillemets, à la fois dans le monde éditorial. Après vous êtes très bien publié chez Gallimard, Collection Blanche, donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux, donc c'est pas le sujet. Mais au niveau simplement de la presse ou de la réception presse, on sait bien aujourd'hui que dans une rentrée littéraire, il y a 500 livres qui sont reçus, les journalistes ont peut-être le temps d'en feuilleter 20, et que s'il n'y a pas tout de suite une accroche actu, derrière décrocher un papier c'est compliqué. Ah mais complètement, j'étais justement trop consciente de ça. Et c'est pour ça que je voulais surtout pas m'insérer dedans, et parce qu'aussi,
J'ai prévu de continuer à écrire et j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Franchement, moi je pense que c'est même l'inverse. Je suis tellement consciente de ça que parfois je m'autorise pas à écrire. Par exemple, je m'autorise pas à écrire sur le Maroc. Alors maintenant j'ai fait la paix avec ça et j'ai vraiment envie de le faire, mais je veux vraiment trouver un angle et aussi une technique. Parce qu'en fait, on apprend un premier roman, il y a plein de défauts, on maîtrise pas du tout. Donc j'avais surtout pas envie d'être récupérée comme ça dans ma naïveté par des journalistes ou par n'importe qui d'autre en fait. Et non, aucun regret pour mes peu de ventes du coup liés à du non marketing. Joy, à contrario, est-ce que vous, la sortie un tout petit peu plus récente, est-ce que vous avez senti que parfois il y a des gens qui s'intéressaient à votre texte plus pour ce qu'ils y projetaient que sur la nature du texte même? Quel est aujourd'hui votre ressenti par rapport à ça? Je suis assez contente en fait des lectures qui ont été faites de mon texte, à la fois dans la presse, par des lecteurs ou même parmi la communauté Bookstagram, qui a fait des lectures très très justes. Et, d'ailleurs, on les salue. Super important. Vraiment chaleureusement. Ouais, vraiment des gens qui lisent pour de vrai. C'est vrai, c'est vraiment. Important. J'ai eu des rencontres formidables, des lecteurs et des lectrices formidables. Et donc non, je suis assez contente de ça, bien sûr. En fait, mon roman, si je pouvais dire, le roman, il est souvent situé à Beyrouth. On dit, ce roman se passe à Beyrouth, alors que ce n'est pas dit. Mais bon, ça me voilà. Chacun y voit ce qu'il veut y voir. Mais je suis assez d'accord avec Hajar sur tout ce que tu disais. En fait, je pense que, bien sûr, il y a la tentation, et je pense à la fois, c'est ce qu'on refuse, de se dire, en fait, on ne veut pas représenter, voilà, nous, on est des autrices libanaises ou marocaines, et voilà, en fait, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on représente, et on parle au nom d'eux. Enfin, je pense que c'est vraiment pas ce qu'on veut. Puis l'une comme l'autre, ça fait longtemps que vous habitez en France, il y a aussi quelque chose qui serait presque déplacé finalement, de se dire tout d'un coup vouloir se propulser en représentant de quelque chose où votre réalité à vous est aussi plus complexe que ça. Je suis d'accord, mais même au-delà de ça, quand bien même je me sentirais absolument libanaise, ce qui n'est pas le cas parce que je me sens aussi française et libanaise, je pense qu'en fait c'est une façon d'exotiser et de mettre à distance, en fait, de se dire, ah voilà, en fait, c'est une autrice libanaise, c'est une autrice marocaine, et en fait, de nous voir comme des gens qui parleraient d'ailleurs, et voilà, sans nous prendre vraiment au pied de la lettre, quoi. Je sais pas si... Si, non, mais je me reconnais complètement. Et puis, déjà, je suis payée par aucun ministère, donc je suis pas diplomate, je suis pas anthropologue, je ne sais pas dire comment sont les Marocains là-bas. Mais non, ça me rend ouf. Moi, perso, c'est vraiment un sujet. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'écris, même, en fait. C'est pour déjouer ses attentes, c'est pour m'en amuser, et pour avoir la parole, pour en parler. Moi, j'adorais la question de pourquoi vous n'avez pas situé votre roman, parce que j'avais 1000 choses à dire, en fait. Et c'était une ouverture pour moi, et je pense que c'est hyper important. Et en même temps, bien sûr qu'on a un regard étranger en partie. Mais bon, l'idée, c'est pas qu'on nous dirige vers des choses qu'on n'a pas envie de dire, en fait. De toute façon, être romancier, c'est de toute façon prendre un pas de côté sur une réalité pour pouvoir la raconter de manière différente. Alors là, autre sujet, Joy, vous déclariez dans une interview, les très jeunes filles, longtemps objets de littérature, en sont aujourd'hui le sujet. Hajar, un peu en écho dans votre roman, la question du féminin est aussi centrale. Le roman est porté par des voix de femmes puissantes. Alors, c'est devenu à la mode de parler de femmes puissantes, mais pour le coup, dans votre roman, c'est très vrai. Est-ce que c'était important pour vous de porter ces voix de femmes, de jeunes femmes dans la littérature? Est-ce que il y avait aussi une envie de raconter les choses depuis un autre lieu? Oui, absolument. C'était central pour moi. Et en fait, ce qui était central, c'était pas de parler de jeunes filles ou d'adolescentes, c'était de parler du point de vue d'une adolescente, d'une fille, et vraiment de rendre ces jeunes filles-là, dans mon livre, parce qu'elles sont très jeunes, elles ont 13 ans, de les rendre vraiment sujets, avec toutes les nuances, toute la complexité, toutes les contradictions d'un vrai sujet littéraire. Et c'était d'autant plus important que je parle de filles très jeunes, et on sait que souvent ces filles ont été regardées de l'extérieur, en fait, dans la littérature. Et oui, il était important, en fait, de les regarder de l'intérieur, on va dire. Je ne sais pas si on peut faire cette dichotomie-là, mais en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Oui, c'était le projet. Moi, je me suis pas du tout rendu compte. C'est mon éditeur qui m'a dit, en fait, les mecs, ils servent à rien dans ton roman. Non, franchement, je me suis pas rendu compte. Ça m'a un peu dépassée. Et je pense que oui, bien sûr, c'est quelque chose qui m'habite. Et de fait,
le choix de placer déjà le récit dans une maison de l'intérieur, c'était super important pour moi parce qu'on décrit souvent, il y a la dichotomie dehors, dedans, les femmes peuvent sortir, peuvent pas rentrer, machin. En fait, dans ces sociétés-là, en tout cas moi ce que j'ai connu, dans la société méditerranéenne, du coup, en fait, ce qui est important, c'est la famille d'abord. Et donc, les rapports de force et la puissance de la femme, c'est aussi à ces endroits-là que ça se joue. Et donc, si on les regarde dehors, bien sûr, on se dit, oulala, qu'est-ce qu'elles font ? Et donc, c'était vraiment de mettre la focale dans la maison familiale, bien sûr, avec le sujet de l'héritage, mais aussi pour montrer la place qu'elles occupent. Alors, avec aussi plein d'adversités, plein de difficultés, mais c'était hyper important pour moi. Et le personnage de Nina en particulier incarne ça, en fait. Mais même sur un point de vue de forme, plutôt, moi j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de très dramaturgique. Et c'est vrai qu'on pense à Electre, on pense à Jean Anouilh, on pense à tous ces classiques. Et c'est vrai que forcément, en fait, l'idée de cette centralité de la maison est aussi hyper importante. Pareil, la tragédie, j'étais aussi emportée dedans malgré moi, mais oui, c'était vraiment déplacer la focale et tout en installant ce flou géographique qui permet que les gens me disent qu'ils ont vu la maison. J'ai vu la maison, je sais à quoi elle ressemble, et ça c'est génial parce que ils ont compris que c'est là que ça se passait et le lecteur ressent ça, et ça c'est vraiment intéressant. Et dans un autre style, Joy, moi, ce à quoi j'ai pensé, puisqu'on parlait de comparaison avec d'autres arts, c'est au film Cruel Intentions en anglais, 5 intentions en français. J'ai l'impression que c'était un peu donc, dans ce film-là, il y a le personnage, c'est une sorte de réinterprétation des Liaisons dangereuses de Laclos. Et il y a ce personnage qui est joué par Sarah Michelle Gellar, je ne me souviens plus de son prénom, qui est une sorte de peste, etc. Mais j'ai l'impression que votre roman, c'était un peu le Batman Begins de ce personnage-là. En gros, ce personnage-là, comment elle était à 13 ans, et ce qui explique comment elle est après. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté un peu comme ça ? On va dire que dans mes références non littéraires, qui sont vraiment genre pop culture, il y a bien sûr le teen movie. D'ailleurs, j'en parle très brièvement dans le livre de l'influence des teen movies. Notamment ce film, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, 13, qui est très différent de mon livre, mais moi je me souviens quand j'avais 13 ans, ça m'avait vraiment marqué sur en fait cet âge de 13 ans, ces filles de 13 ans qui font des choses abominables, qui sombrent enfin bref, c'est pas du tout ce que je raconte, mais il y avait vraiment ce background un peu de teen movie, et en fait c'est intéressant parce que ces histoires-là de rivalité, de manigance un peu dans des lycées, dans des collèges. En fait, c'est souvent relégué justement à la culture basse. Et c'est vu comme des choses qui seraient frivoles et qui seraient pas dignes en fait d'un traitement vraiment littéraire. Et moi, ce que je voulais faire, c'était un traitement vraiment littéraire parce qu'en fait, ça contient un monde. C'est ni plus ni moins frivole que des questions de stratégie géopolitique en fait. Enfin, c'est un sujet littéraire comme un autre. Oui, puis l'attrape-cœur de Salinger, c'est un peu ça aussi. Exactement. C'est exactement le même type d'histoire. Ajar, on va vous laisser lire un extrait du Goût des garçons de Joy Majdalani. La rancune est abnégation. Je n'ai pas la discipline qu'il faut pour rester fâché. Pour tenter d'exciter ma colère envers ceux qui m'ont offensé, je me force à dresser la liste de leurs méfaits, leur impute les intentions les plus viles, suppose de grandes conspirations les liant tous entre eux. Rien n'y fait. Je ne m'encombre jamais de mauvais sentiments. Rien ne peut durcir cette docilité pâteuse, toujours preste à pardonner. Après l'affaire Half Moon, je me trouvais toute disposée à oublier, malgré la gravité de la supercherie qui nous fut signalée par l'effroi des adultes. Je ne pouvais me passer de l'appui de Bruna. Hélas, le choc de la révélation avait été si absolu qu'aveuglée par l'indignation, j'avais veillé à rendre publique la ruse de Bruna. J'avais rameuté ma mère et la sienne. L'affaire avait même causé entre elles une dispute adjacente à la nôtre, plus ramassée, mais plus sérieuse. On reprochait à l'une le sadisme de sa fille, à l'autre sa crédulité. Des deux côtés, on maintenait s'être acquitté de son devoir de mère avec excellence, on soulignait les failles dans les méthodes éducatives de la partie adverse. Le téléphone était raccroché sans au revoir, et je compris que Half Moon prenait des proportions qui nous dépassaient, Bruna et moi. Joy, on va vous laisser nous lire un extrait de L'Envers de l'été, donc d'Ajar. Ils jouèrent, les uns après les autres, dansèrent, demandèrent de l'eau à côté, un morceau de pastèque à la famille voisine, se roulèrent dans le sable. Et puis, quand ils furent épuisés de se tordre de rire et que le soleil décida que lui aussi en avait assez, ils remontèrent à la maison en longeant le cimetière sans lui accorder le temps d'un regard. On célébrait la vie, plus que jamais. Mais c'était si bien qu'il fallait que ce moment soit gâché. Il fallait provoquer le spectacle. Jamais loin, toujours prêt à poindre au moindre haussement de sourcils ou battement de cils trop rapide. Il fallait le feu d'artifice dont seule leur famille avait le secret. Le soleil en allumette qui fait monter les voix,
les muscles qui s'exhibent et les mots que l'on regrette, comme un échauffement pour la mort. Là, on revient plus sur effectivement l'accueil de votre roman. Tout à l'heure, vous parliez de sentiments différents par rapport à l'importance ou non de la publication. Mais quelles ont été vos premières impressions après la publication Hajar, donc c'était l'année dernière, donc déjà il y a un petit peu de recul. Collection blanche, Gallimard, avec tout ce que ça charge. Là, les gens vont se dire waouh, c'est sérieux là. C'est assez vertigineux parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on n'est pas beaucoup accompagné, donc puis c'était en plein Covid, donc d'ailleurs le Covid continue un peu, donc je pense que ça brouille un peu tout ça. Mais je passais par plusieurs émotions déjà, franchement, avant la sortie, même le jour de la sortie, l'angoisse déjà, l'espèce de truc où tu veux le rattraper dans les librairies, genre je suis pas sûre et tout. Arrêtez tout. Reviens. Et puis après il se passe pas grand chose, puis après il se passe des petites choses et tout. Et franchement, moi ce que je retiens vraiment, c'est effectivement des échos assez différents de communautés différentes. Donc la presse, on est content, etc., ça valide, mais bon, ça suffit pas aujourd'hui en fait. Il y a plein de choses et moi vraiment ce qui m'a vraiment permis d'avoir l'impression de rencontrer des lecteurs et qui m'a amené du lectorat, c'est aussi Instagram, les bookstagrammeuses qui font des critiques en plus où je trouve elles vont jusqu'à les axes d'amélioration, ce que les journalistes ne font plus. Enfin, ils le font avec vraiment des auteurs reconnus, où voilà, ils peuvent y aller, mais donc je trouve vraiment je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes, après il y a aussi des hommes. Et puis les rencontres, moi j'ai tiré toute mon énergie vraiment des rencontres parce que j'ai eu la chance qu'il y en ait une petite dizaine. Et à chaque fois, c'est bouleversant, en fait. C'est des gens qui ont lu, pas lu, qui attrapent une phrase, un mot, une scène et qui viennent vous en parler. Voilà. Moi, je sais que c'est de là que j'essaie de tirer mon énergie parce que c'est aussi un monde. La publication, c'est aussi plein de moments de creux où il se passe rien. On actualise des pages, on regarde des trucs. Et puis, en fait, de recentrer vraiment son énergie de ces petites choses, de ces petits messages d'inconnus, des gens qui disent qu'ils ont eu du mal à quitter vos personnages. C'est bouleversant. Et voilà, moi, c'est vraiment ça mon impression principale. Ouais, je me reconnais dans beaucoup de choses de ce que tu dis. Moi, c'est très récent, donc je suis vraiment encore dans le tourbillon. C'est vraiment un vertige. Et puis moi, je suis assez anxieuse. Donc, je suis pas en train forcément de prendre tout ça avec beaucoup de zen. Mais moi, comme tu disais, oui, la communauté des bookstagrammeuses ou les personnes qui ont des comptes littéraires, des blogs littéraires, ça a été des rencontres et des critiques vraiment belles qui m'ont beaucoup touchée. J'ai eu aussi des journalistes littéraires qui ont fait des critiques qui étaient formidables pour moi, qui m'ont bouleversée vraiment. J'ai eu la chance d'avoir de très beaux papiers, donc ça, c'est des moments où on sent que c'est la plus belle chose au monde, donc forcément. Après, je pense, je sais pas si c'est la nature de mon roman ou c'est des sujets qui sont tabous, qui sont graves, qui sont dangereux, surtout que je suis libanaise et que ça. Voilà, c'est plus ou moins... on pourrait croire que c'est situé au Liban. Donc, en fait, il y avait aussi cette peur-là, en fait, de me dire, mais qu'est-ce que j'ai écrit ? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça ? Comment ça va être lu ? Donc, en fait, c'est à la fois... c'est des vertiges, en fait. C'est merveilleux et terrifiant. Et on a peur, et on espère, et on a peur d'être lu, et on a peur de pas être lu. Et c'est tout un truc, mais c'est vraiment... c'est une expérience formidable. Je voudrais rester sur l'accueil du roman, mais dans une partie plus intime peut-être, qui est l'accueil par vos proches en fait, votre entourage. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendiez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez ? Et qu'est-ce que vous en attendez en fait ? Est-ce que vous en avez parlé avec votre famille, avec vos amis ? Est-ce que c'est des conversations qui sont revenues sur le fond, sur la forme, ou finalement, c'est pas forcément le gros de l'accueil, on va dire ? Joy peut-être. Alors encore une fois, moi c'est un roman qui parle beaucoup de sexe et en plus de sexe, de jeunes filles qui découvrent le sexe et en fait c'est si c'était des jeunes garçons, on aurait dit bon c'est marrant, des jeunes garçons de 13 ans qui découvrent le porno, haha, c'est de la comédie. Alors que en fait comme c'est des filles, c'est tout de suite plus grave et puis elles m'habitent à peu près toutes les 2 pages dans mon livre, donc forcément j'avais un peu peur que ma famille le lise. Ma mère par exemple, c'était un peu
Et en fait, ça a dépassé toutes mes attentes. J'étais vraiment ravie de l'accueil de la lecture de. La première fois, elle était un peu troublée, quoi. Elle m'a dit, mais tu écris tellement bien, pourquoi tu n'écris pas autre chose? Tu peux pas écrire sur le Liban et tout, un truc sympa. Mais après, évidemment, elle a été très fière, elle est très encourageante, elle a adoré le livre, elle fait la pub avec ses copines, en sachant que ses copines vont lire ce livre et tout. Donc voilà, c'est. Et puis pareil, ma famille, mes cousines qui ont été tout de suite très emballées par le livre. Donc oui, c'était terrifiant, mais j'en suis très contente. Et mes amis, bien sûr, mais ça, bon, j'avais pas très peur, forcément. Des amis, oui. Des amis, non, ça. Moi, c'est pareil. Petit après, on sent quand même de la part de la famille parce que, pareil, moi, c'est quand même un roman qui s'attaque quand même à la famille, qui est très, très sacré chez nous. Et non, finalement, pareil. En fait, c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'il y a vraiment aussi, on se rend compte à quel point le livre, c'est un truc qui est sacré aussi, en fait, parce que les gens n'osent pas. Enfin, moi, je sais que j'ai fait lire à mes parents en leur demandant très tôt, donc ils étaient très, très contents, en leur demandant des retours, des choses à améliorer. Mais ils étaient terrifiés. Genre, vraiment, mes parents, ils se parlaient entre eux. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Enfin, c'était très touchant parce que, en plus, dans des familles où sociologiquement, les gens lisent pas forcément aussi ou peu. Donc, il y a eu ça. Et franchement, j'étais vraiment, pareil, vraiment bouleversée par les gens qui l'ont lu, par tous les encouragements. Et mes amis ont été aussi formidables. C'est vrai que. Voilà, dans l'encouragement, mais aussi, c'est assez marrant. Je ne m'y attendais pas. Mais aussi dans, finalement, l'intimité qu'on pouvait avoir ou les sujets qu'on pouvait avoir avec mes amis ont été augmentés par le livre, c'est-à-dire qu'ils avaient compris des choses que je leur disais durant les conversations que nous avions, mais que là, ils ont compris avec plus d'intensité. Donc ça, c'était beau aussi de se dire, j'ai donné aussi une partie de moi à des gens avec qui je vais pouvoir aller encore plus loin dans ma relation avec eux, parce que voilà, ils ont compris ça. Et donc non, c'est que du bonheur, pareil, l'entourage a été vraiment, vraiment chouette. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un autre roman? Et surtout, en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand on a écrit justement un roman qui est comme ça, relativement fondateur, parce que du coup, vous êtes quand même successful, quoi. Ça fonctionne, c'est chouette, on vous entend, vos thématiques sont entendues. Est-ce que vous avez la tentation de rester sur le même genre de thématiques, le même genre d'histoire? Est-ce que c'est aussi tout simplement sur le fond des choses que vous avez envie d'explorer plus, ou pas du tout? Ou est-ce que votre façon d'écrire change complètement et que vous autorisez un truc un peu différent? On entend souvent les chanteurs ou les artistes compositeurs parler de... leur premier disque en disant que c'est un peu une sorte d'ébauche de ce qu'ils ont fait plus tard. Qu'en est-il pour vous, Aja? Alors, du coup, c'est difficile de répondre parce que moi, j'écris des choses, mais je ne sais pas du tout si mon éditeur va être intéressé par ce que j'écris maintenant. Mais moi, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a cette question de la documentation. Pour moi, ne pas situer, c'est aussi parce que situer, c'est une responsabilité, même si c'est de la fiction, même si on peut faire ce qu'on veut, quand même, il y a des règles, et surtout dans des pays ou des géographies qui sont sous-représentées dans la littérature. Donc, pour moi, il y a vraiment cette exigence-là. Et donc là, clairement, par exemple, je travaille sur un roman où une partie serait située en Égypte pendant la Révolution, sur un personnage qui serait journaliste de guerre, donc c'est énormément de documentation, d'ailleurs il faut pas s'y perdre, et ça c'est encore un autre sujet. Mais oui, je pense que sur les thèmes, j'ai bien envie de m'attaquer à des choses déjà très différentes, avec plus de documentation, parler du monde du travail aussi, essayer de... Non, j'ai pas forcément prévu de rester forcément dans ce registre-là. Ensuite, je pense aussi que quand on est publié pour certaines qualités, et peut-être c'est là que l'éditeur aussi a un regard, c'est qu'il sait nous recentrer vers ce qu'on sait faire, ce qu'on a à dire, là où il y a quelque chose de brûlant aussi, et donc ça, on sait pas. Ensuite, par contre, moi, le procédé de partir de fragments, donc qui partent de mes émotions aussi, en tout cas des émotions que j'ai habitées longtemps, etc., ça, c'est une constante. Donc il y a toujours ça... il y a toujours un sujet intime, je pense. Il y aura toujours un sujet intime qui reste dans ce que j'écris. Et pourquoi la révolution égyptienne, alors? D'où ça sort dans ton émotion? Parce que je pense que... je pense que mon écriture, en partie, je racontais ce voyage qui m'a un peu bouleversée, où justement j'avais vraiment besoin de passer à l'écrit pour raconter cette complexité-là. Mon rapport à l'écriture journalistique d'abord est lié au printemps arabe. Je pense que j'étais en France à ce moment-là, mais j'avais vraiment... à la fois cette fougue d'appartenir à cette jeunesse-là, et en même temps, espèce de culpabilité de ne pas y être, et la culpabilité est productive parfois, parce que du coup, on fait des choses pour avoir l'impression de participer à ça quand même de loin.
Et donc la révolution égyptienne, c'est un truc, la révolution tout court, la révolution tunisienne, la révolution égyptienne, l'évolution marocaine, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et aussi, j'étais en Égypte pendant 1 mois et c'est un pays qui m'a bouleversée. D'ailleurs, mon premier roman que j'ai jamais envoyé se passe pour moitié en Égypte. Donc il y avait déjà un petit peu ça dans ce premier travail. Pour répondre à la question sur le prochain, je pense qu'en fait, une écrivaine ou un écrivain écrit toujours la même chose. Désolée de faire des phrases un peu comme ça, mais non, c'est intéressant. Mais je pense qu'en fait, on veut toujours plus ou moins dire la même chose fondamentale, et je saurais pas comment dire, sinon j'aurais pas écrit de livre. Je pense qu'un premier roman aussi, c'est souvent un truc... ça parle beaucoup de soi. En fait, c'est très peu raffiné, en fait, les étapes de transformation. Il y a moins d'étapes de transformation, en fait, entre ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi, ce qu'on veut crier au monde, et l'objet roman. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi, même si c'est pas un roman autobiographique, c'était vraiment, ça sortait comme ça. Et je pense que moi, ce que j'ai plus... En fait, je réfléchis pas vraiment en termes de sujet que j'aimerais traiter, mais plus en termes d'ajouter, en fait, d'épaissir un peu la littérature que je vais faire. D'ajouter des personnages, un monde un peu plus, de créer un monde plus complexe que celui-là qui est très intense, qui est très bref. Donc c'est plus ça, en fait, c'est un peu augmenter le niveau de difficulté du jeu vidéo qui est la littérature. Si je peux rebondir, vous dites les écrivains ou les écrivaines disent toujours la même chose, et donc dans votre cas, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je suis pas certaine. Vous cherchez? Je pense que ça a à voir... Je pense au fond, ça a à voir avec l'articulation entre soi et les autres. Mais c'est très vague comme ça, mais je pense que oui, la question d'appartenance, d'identification de soi, de construction de soi, d'image de soi, je pense que c'est quelque part par là, mais je suis pas certaine, et je pense que c'est pour ça qu'on écrit, pour découvrir ce qu'on a à dire. Donc voilà. En tout cas, Joyce, ce que vous dites, ça fait penser effectivement à une phrase que dit Jean-Paul Sartre dans Les Mots. Il dit qu'effectivement, toute sa vie, on réécrit continuellement le même livre. Mais espérons qu'en tout cas, les lecteurs continuent de le relire. Qu'on ne viendrait pas à bout de leur patience. En tout cas, ce qui est intéressant et le point commun entre vos 2 romans qui sont très différents dans le style, dans les sujets, etc., c'est le sens de la formule. Donc, est-ce qu'il y a un album de rap en préparation? On peut faire la punchline, il y a de la punch, il y a de la punch. Non, plus sérieusement, est-ce que vous êtes attiré par d'autres champs de la création? Parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure des influences audiovisuelles, de la pop culture. Voilà, comme je le disais, le sens de la formule, il y a des choses qui sont aussi très musicales dans vos textes respectifs. Est-ce que c'est des choses qui vous attirent? Moi, vraiment, la littérature, c'est chez moi, quoi. Enfin, c'est mon truc. Et bien sûr, j'ai des fantasmes. Je me dis, mais il faudrait que je sois réalisatrice, et puis je ferai cette scène, mais j'y connais rien. Concrètement, ça reste au stade de fantasme. Donc non, la littérature, c'est mon monde, et je pense que je vais rester là. Et moi, comme j'adore me disperser, carrément. Moi, je pense que la musique est hyper... c'est un truc que j'ai toujours dans la tête. J'ai toujours une musique dans la tête. Et même, je pense que... c'était inconscient, mais oui, la manière... J'écoute beaucoup l'espèce de écoulement des mots, en fait, parfois, avant même de bien ciseler les mots. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé à ciseler les mots, parce que d'abord, ce qui m'intéresse, c'est la fluidité, le truc qui coule. Et ouais, la musique, pourquoi pas un jour pourquoi pas. On arrive déjà à la fin de cette émission, c'était très riche. Merci Hajar, merci Joy d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à Avec vous plaisir. pour l'invitation. Merci Eva d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci à toi. Bien évidemment, je remercie également Floriane, Maëlys et Riyad qui ont aidé à la conception de cette émission. Et La Fabrique, comme vous le savez, c'est une émission à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode.